Ce générique vous évoque sûrement des souvenirs. Si vous étiez enfant des années 2000, vous n'avez sans doute pas pu passer à côté de ce dessin animé, sorti en 2010 et comptant pas moins de 283 épisodes. Alors j'avoue que dit comme ça fait beaucoup d'épisodes. Et dedans, je vous ai trouvé quelques pépites. Et c'est donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, sur les meilleurs épisodes de Adventure Time. Le roi Leash. L'épisode commence avec Finn étant dans un rêve un peu bizarre. Dedans, il se marre en regardant la télé qui diffuse la chouette cosmique pendant que Billy embrasse sa copine et qu'un ours dit que des temps obscurs s'annoncent. C'est à ce moment-là qu'un escargot fait des incantations dans une langue étrangère. La copine de Billy lui dit qu'il est encore en train de voyager entre les dimensions. Eh mais attendez 2 secondes, vous voyez pas ça? On voit clairement que pendant une frame, le roi Leash était à la place de Billy. Bon ça va prendre son importance par la suite. L'escargot fait des incantations qui terrorisent Billy. Il se transforme et révèle l'ombre du Leash, qui finit par attaquer Billy. Finn se réveille apeuré de son rêve et tombe de son lit. Il réveille Jake à cause de sa chute et Jake lui demande ce qui s'est passé. Et Finn raconte son rêve et de comment il a vu la mort de Billy. Jake suppose que c'est peut-être un rêve prémonitoire et que ça serait bien d'aller prévenir Billy. Moi, j'ai rêvé que j'étais de retour à la maternelle. Sauf que j'avais des pieds gigantesques et que c'était moi le prof. Du coup, ils arrivent chez Billy et il est bel et bien présent. Et il demande s'il va bien et s'il est vivant. Il demande pourquoi il serait mort. Finn en rigole et parle de son rêve. Et il lui dit qu'il a vu un escargot le tuer. Et là, on a une réaction assez bizarre de la part de Billy. L'escargot t'a tué pour résumer. Bref, il dit que vu qu'il y avait la chouette cosmique, cela veut dire que son rêve avait une signification importante. Et il lui demande de tous ensemble sauver l'humanité en se débarrassant du Leash. Et pour ça, ils vont devoir voler tous les cristaux magiques de Ooo. Parce que s'ils devraient demander, ça serait beaucoup trop long. Et donc on a un petit montage avec eux qui récupèrent toutes les pierres précieuses. Et c'est après avoir récupéré la majorité qu'ils essaient de se poser pour chill entre potes et manger ensemble. Jake demande combien il leur reste de pierres à récupérer et Billy lui dit qu'il ne reste plus qu'une seule pierre à récupérer. Pendant le repas, Finn va dans le sac de Billy à la recherche de bonbons. Mais à la place, il tombe sur l'Enchiridion. Le géant explique que ce livre a une importance capitale et possède des pouvoirs magiques. Et il décide de l'activer pour lui montrer. Après l'activation, un bonhomme sort pour tout leur expliquer. Il explique que ce que nous voyons à l'écran est un plan du multivers. Il indique toutes les dimensions connues et leurs liens entre elles. Au centre de l'univers se trouve une toute petite dimension appelée la Chambre du Temps. Elle est la demeure intemporelle du tout-puissant Prismo, qui est honnête capable de réaliser n'importe quel vœu dans l'existence, sans aucune limite. C'est la seule dimension qui existe hors du temps. Elle produit des ondes temporelles qui sont ressenties dans les autres dimensions. Certains ont des liens qui leur permettent d'y accéder librement, d'autres sont reliés grâce à une anomalie temporelle créée avec le temps, et d'autres sont créés avec des objets assez puissants pour créer un portail. Donc une fois la dernière pierre récupérée, ils auront le pouvoir de se déplacer dans n'importe quelle dimension du multivers. Tout ça à leur guise. La création d'un portail crée une dilatation dans le temps, permettant de se déplacer dans le temps, mais sans pouvoir choisir la localisation. Billy dit qu'il va pousser le roi Leash dans l'une de ces dimensions où il serait impuissant. Cela motive donc encore plus nos héros à récupérer ce dernier diamant, qui est celui sur la couronne de la princesse Chewing-Gum, qui refuse de lui donner son diamant. Du coup, à cause de ça, Finn lui arrache des mains et s'enfuit avec. Toutes les pierres maintenant récupérées, il court pour aller donner le livre à Billy, qui l'attend dans la forêt. Et la princesse lui dit de ne pas faire ça, car ce n'est plus Billy, mais que c'est le roi Leash. Et elle tire sur Billy, et Finn ne comprend pas et continue sa route. Mais c'est là qu'il se rend compte de son erreur. Le Leash veut absolument le livre, et Finn, pour protéger l'humanité, décide de le détruire, car il en a marre de tous ces mensonges. Sauf que depuis le début, c'était le plan du Leash, car briser ce livre crée un portail dimensionnel, amenant à Prismo. Portail que le roi Leash emprunte en remerciant Finn. Jake et lui arrivent à le suivre, mais de l'autre côté, ils se retrouvent dans une autre dimension, où Finn est un humain normal, et Jake un chien comme les autres. L'épisode se conclut sur eux, dans leur vie parallèle, rentrant chez leurs parents. Cet épisode est très important, car premièrement, c'est la première fois qu'on a la mort d'un personnage récurrent, mais c'est aussi la première fois que l'un des meilleurs antagonistes de tous les temps nous est vraiment présenté. Alors oui, avant ça, on l'avait déjà vu, mais là, c'était la toute première fois de la série qu'on a un méchant qui était vraiment une menace. De plus, on voit l'étendue de l'intellect du roi Leash, car il a su manipuler Finn et même l'audience, alors que pourtant, tout était présent pour nous prouver qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Et c'est aussi surprenant parce qu'il a littéralement gagné. Il a réussi son
son objectif. Ça a été défait par la suite, mais pendant un moment il avait gagné. Tout se passait selon ses désirs. Bref, pour moi cet épisode est l'un des plus marquants de la série, car il nous présente un antagoniste incroyable et qu'il marque le début d'un véritable lore complexe dans Adventure Time. Le seigneur des portes. Finn est en train de faire des trucs assez spéciaux avec une mèche de cheveux, de la princesse chewing-gum, ce qui est vraiment une dinguerie quand on y pense. Mais pendant qu'il fait ça, Jake le surprend et qu'il savait ce que Finn faisait avec depuis très longtemps. Vu qu'ils vivent littéralement ensemble, pour que Finn se sente moins gêné, il décide de lui partager un de ses souvenirs d'enfance, qui est sa couverture de quand il était bébé. Sauf que tout à coup, un homme mystérieux apparaît d'une porte magique. Il arrive et vole la couverture de Jake, la mèche de cheveux de Finn et même la manette de jeu de Bimo. Il s'enfuit et finit Jake décide de le poursuivre. Durant leur poursuite, ils tombent sur la princesse Chewing-Gum et Marceline, qui elles aussi ont vu leur objet préféré être volé. La poursuite se finit quand le mystérieux individu s'enferme derrière une porte qui ne s'ouvre que grâce à la musique. Princesse Chewing-Gum dit que c'est la dernière porte à passer pour pouvoir attraper le seigneur des portes, qui était un ancien prisonnier du royaume. Maintenant réunis, ils décident de créer un groupe de musique tous ensemble, avec Marceline en tant que chanteuse, et là, on entend l'une des meilleures musiques de la série. Je vais t'envoyer 6 pieds sous terre. Dedans, Marceline parle du fait qu'elle est contrariée, car elle a l'impression que Princesse Chewing-Gum ne peut pas la voir. Et elle parle de ses sentiments conflictuels qu'elle éprouve pour elle. Durant le morceau, elle est déstabilisée par Princesse Chewing-Gum, qui la regarde de travers. Ce qui fait que la porte qui était à 2 doigts de s'ouvrir, finit par se fermer. La tentative de Marceline a donc échoué. Et pour essayer de remonter le moral à tout le monde, Finn dit qu'il serait bien s'ils dînaient tous ensemble. Et ce dîner remonte le moral d'à peu près tout le monde. Et juste après, c'est la princesse qui décide de donner le ton de la musique. Sauf que sa musique est trop artificielle. Elle essaye de construire un morceau comme on construit une machine. Sauf que évidemment, ça ne marche pas. Faire de la musique, ce n'est pas une formule de calcul ou quelque chose qu'on prévoit. La musique, c'est la voix de l'âme et du cœur. Donc elle a beau tenter par tous les moyens de réfléchir à une bonne musique, cela ne mène à rien. Finalement, Finn finit par chanter à propos de leur amitié et à quel point il chérit chacun d'eux et que ce sont vraiment ses meilleurs amis. La porte finit par s'ouvrir, car la porte ne s'ouvre pas par une bonne musique, mais par une musique qui est franche. Et à l'intérieur, ils y trouvent le seigneur des portes. Et il leur avoue que s'il a fait ça, c'était pour leur montrer l'importance de l'amitié. Ils comprennent, mais ne pardonnent pas. Chacun récupère ce qu'il avait perdu. Finn récupère sa mèche de cheveux, Jake sa couverture, Bimo sa manette et Marceline son t-shirt. Ah non, en fait c'était pas son t-shirt à elle, c'était celle de la princesse Chewing-Gum, qui dit qu'elle y tient vraiment beaucoup parce que c'est son t-shirt préféré. Et Marceline, émue par cette preuve d'affection, rougit parce qu'en fait c'est un t-shirt qu'elle lui avait offert. Et elle demande pourquoi elle ne l'a jamais vu avec, et elle dit qu'elle le met tous les soirs en tant que pyjama. Et du coup, pour clôturer l'épisode, on se rend compte que Marceline n'avait jamais été volée et que c'était simplement une excuse pour passer du temps avec ses amis. Cet épisode met en lumière la relation entre Marceline et Princesse Chewing-Gum, et c'est la première fois qu'on a des moments qui pourraient mener à une relation plus que amicale. Ces deux personnages étant généralement très calmes, sont très émotifs dans cet épisode. Cet épisode renforce les relations entre chacun des personnages et prouve qu'Adventure Time, ce n'est pas seulement des histoires sans queue ni tête. Et aussi cet épisode, en version originale, possède l'une des meilleures musiques de cartoon. I'm just your problem. Le loup Calinou. Il commence avec Finn et Jake qui sont là pour se débarrasser d'un arbre maudit. Sur le chemin, ils tombent sur un loup Calinou. En gros, un loup-garou qui veut absolument faire des câlins. Apparemment, il tire son énergie de cet arbre. Et pendant que Jake va brûler l'arbre, Finn se bat avec le loup. Sauf qu'il se fait attraper, mais bizarrement, le loup Calinou ne lui fait aucun mal. Il lui serre dans ses bras et il lui fait un câlin. Rien de plus. Pourquoi? Tu te fais écraser? Non, il me serre dans ses bras tout doucement. Oh. Cela dégoûte Jake, qui décide de brûler l'arbre. Heureusement, une braise tombe sur le visage de la créature, qui finit par laisser Finn tranquille. La situation réglée, ils rentrent chez eux. Mais rentrés de leur maison, Finn n'arrête pas de faire des câlins à Bimo. Il va dormir, et le lendemain, il se fait interpeller par un des paysans du royaume. Monsieur Rond de Cannelle lui dit que la prochaine fois qu'il se voit la nuit pour se câliner, il voudrait qu'il y aille un peu moins fort. Bon, c'est un dessin animé pour enfants, mais étant adulte, on comprend tout de suite le sous-entendu. Après ça, ils vont dans une bibliothèque qui
qui répertorie toutes les créatures de leur monde. Dans ce livre, ils lisent que cet animal est une sous-branche du loup-garou. Il est animé par un insatiable besoin de câlin et il apprend que lorsque le loup Kalinou câline une autre personne, celle-ci est maudite par la malédiction du loup Kalinou et va donc inévitablement en devenir un à son tour. De retour à leur maison, Jake fait tout son possible pour le retenir, mais malheureusement, Finn est déjà trop obsédé par le fait de câliner son entourage. Finn, dis quelque chose qui me rassurera. Je vais câliner ta mère. Durant la pleine lune, il entre dans sa dernière phase et devient totalement un loup Kalinou. Pimo arrive à le faire fuir avec des lumières stroboscopiques et le lâche en liberté dans tout le village. Et pendant toute la nuit, il va câliner absolument tout le monde. Attendez, mais même les enfants? Arrête Finn, arrête! Bon, heureusement pour ça, on a pu l'arrêter à temps. Si ça serait arrivé, dans le pire des cas, il serait devenu youtubeur. Le lendemain, quand Finn se réveille, sous le pont de la ville, Finn se rend compte de ses erreurs. Il demande donc d'être enfermé dans le donjon de la confiserie pour ne plus faire de mal à personne. Pendant que le village et Jake vont à la recherche du loup Kalinou originel pour se débarrasser de lui, Finn se transforme en loup et il demande aux gardes de le libérer, ce qu'il fait tout de suite sans broncher. Dès sa sortie de prison, Finn se bat avec le loup originel et tous les deux se font un câlin. Et ils se font un câlin tellement puissant que cela cause une explosion en cœur. La malédiction a été brisée car chacun des deux n'avait plus besoin de câlin. Ils redeviennent donc à leur état normal et le loup Kalinou se trouvait en réalité être une femme. L'épisode finit sur Jake qui essaye de la draguer, mais ça finit mal pour lui. Je peux avoir un câlin, moi? Jake! Dans cet épisode, j'ai l'impression qu'ils ont voulu parler de thèmes adultes, mais que vu que c'est un dessin animé, ils se sont restreints à dire câlin. Dans cet épisode, on a vraiment l'impression qu'ils parlent d'une addiction au rapport, ce qui est vraiment bizarre pour un dessin animé. Surtout que les sous-entendus, il y en a vraiment beaucoup. Juste, regardez l'épisode en censurant à chaque fois qu'ils disent câliner, et vous verrez que l'épisode a vraiment une tournure bizarre. Je sens quelqu'un en train de se faire Betty! Un groupe de magiciens sont en train d'invoquer une entité appelée Bella Noche, qui aurait comme but d'amplifier leur pouvoir. Sauf que caché dans le fond de la pièce se trouvait le roi des glaces, qui s'était discrètement incrusté à leur rituel. Sauf que lorsque l'invocation était finie, il est révélé que l'entité ne va pas les rendre surpuissants, mais au contraire, leur retirer tout leur pouvoir. Ce qui vaut aussi pour le roi des glaces. Sauf que pour lui, ce n'est pas une malédiction, mais une délivrance. Car il est enfin libéré de la malédiction de la couronne. Il n'est plus le roi des glaces et il est redevenu l'homme qu'il était avant. Il est redevenu Simon, le même Simon qui s'est occupé d'éduquer et de protéger Marceline quand elle était encore une petite fille, mais aussi le Simon qui est le petit ami d'une fille nommée Betty, enfin plutôt ex-petite amie, car durant sa jeunesse, ils étaient heureux ensemble. Sauf que du jour au lendemain, sans prévenir, elle a disparu, sans laisser aucune trace et n'a jamais redonné signe de vie. Simon, voulant rattraper ses erreurs passées, décide de construire une machine pour parler avec la Betty du passé. Ça ne sera qu'un court instant, mais assez pour lui dire ce qu'il a sur le cœur. Mais seul, il ne pourra pas y arriver. Donc il va avoir besoin de l'aide de Finn et Jake, et aussi de Marceline. Il les appelle et c'est Marceline qui décroche. Simon leur révèle qu'il est redevenu lui-même et qu'il a besoin d'aide. Et voici la réaction de Marceline face à ça. Je sais que ça fait beaucoup d'un coup pour toi, mais viens et ramène Ambo, c'est la clé. D'accord, Marcy? T'as compris? Elle arrive donc avec nos deux héros et décide de rejoindre la maison du roi des glaces. Enfin, je veux dire Simon. Ils arrivent et pour la première fois en 900 ans, Marceline et Simon se retrouvent. Depuis la dernière fois qu'ils se sont vus, Marceline a bien grandi. Du moins, bien grandir pour un vampire. Parce que je viens de dire que ça fait plus de 900 ans qu'ils ne se sont pas vus. Donc vous vous doutez bien qu'elle a vieilli beaucoup plus lentement qu'un être humain normal. Mais revenons sur l'histoire de l'épisode. Pour faire marcher la machine, Simon a besoin que Finn et Jake roulent le plus vite possible sur ce vélo électrique de deux personnes. Grâce à leur énergie cinétique, ils sont en mesure d'ouvrir le portail quantique, ce qui permet à Simon de pouvoir parler avec la Betty du passé. Il s'excuse de son comportement et lui rappelle qu'il l'a toujours aimé. Et cela le sera pour toujours. Mais avant de fermer le portail, il demande pourquoi ou pour qui elle était partie. Et elle lui dit que c'était pour lui. Je sais pour qui je te quitte. Qui donc? Toi, gros bêta. Du coup, Betty se retrouve maintenant dans le futur, enfin dans le présent pour nous, mais le futur pour elle. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, Betty est enfin réunie avec Simon, sauf que leur bonheur ne sera que de courte durée, car Simon est mourant. S'il a pu être en vie aussi longtemps, c'était dû au pouvoir de la couronne. Sans ceci, il n'est qu'un vieil homme aux portes de la mort. Malheureusement, Betty, qui vient à peine de le retrouver, part en mission pour le sauver et lui redonner les pouvoirs de la couronne, même si cela mènera à sa folie. Elle se redirige donc vers où se trouvait l'entité anti-magie, et au lieu de
de faire comme tous les magiciens en essayant de lui lancer des sorts débilement, elle se jette dans son repère et le démonte. Et étonnamment, ça marche super bien. Tout le monde a retrouvé sa magie, y compris Simon, qui est donc redevenu le roi des glaces. Sauf que évidemment, comme avant, il n'a aucun souvenir de son ancienne vie. Betty, pour éviter de se faire plus de mal, décide de ne pas se montrer à la maison du roi des glaces. Elle se retrouve donc seule face à un univers inconnu, avec comme quête de trouver un véritable remède à la malédiction du roi des glaces. Pour ce qu'il a à raconter, cet épisode est vraiment beaucoup trop court. Et dedans, on voit pour la première fois l'amour de Simon et Betty, mais aussi on voit le retour de Simon avec Marceline, ce qui est quelque chose que tout le monde attendait avec impatience. Malheureusement, même si l'épisode contient tous les concepts les plus intéressants d'Adventure Time, on ressent que l'épisode doit se conclure en 11 minutes et que du coup, chaque information est jetée au visage, mais sans véritable exploration de celle-ci. Dommage, car l'épisode est vraiment intéressant, mais dans sa globalité, il laisse un ressenti de rush. La mission de Bimo. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Bimo, et pour ça, il a organisé une fête dans sa maison. Il attend avec impatience l'arrivée de quelqu'un de très spécial pour lui. Cette personne, c'est son père, qui selon lui, est la personne la plus intelligente qu'il connaisse. Et justement, en parlant de lui, quelqu'un sonne à la porte. Bimo se précipite et tombe sur cette machine. Perplexe, il demande qui c'est. On se rend compte qu'en réalité, c'est son père, car son corps a fini par lâcher, et il a donc décidé de transférer toute sa conscience dans cette machine. Dès qu'il entre dans la maison de Bimo, il dit à Bimo qu'il doit passer un rite de passage pour devenir un véritable adulte. Et au début, Bimo ne comprend pas. Et d'après les dires de son père, il doit absolument passer par là s'il veut devenir un adulte. Le rite de passage consiste à aller à l'usine et à en revenir. Rien de plus simple, vous allez me dire. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Bimo demande qui va être présent pour finir Jake et son père lui dit qu'il va le remplacer durant le temps où il sera parti. Bimo accepte donc le défi et part à l'aventure. Durant son voyage, il parle de tout ce qu'il aimerait faire quand il sera adulte. Mais surtout, il se demande s'ils l'aimeront toujours quand il sera adulte, ou s'ils ne feront qu'aimer celui qu'il était avant. Pendant qu'il pense à ça, nos héros sont assez gênés d'être avec le père de Bimo. Ils trouvent ça un peu bizarre, mais finissent par s'amuser avec lui, en jouant à une bataille de boules de neige. Sauf que cela se finit mal, car il finit par se prendre un coup et commence à pleurer. De retour à l'usine, Bimo rencontre l'un des robots, qui a une de ses parties qui a été brisée. Il lui demande de se placer sur la croix rouge, qui sert de trappe. Il ouvre, et puis Bimo tombe dans des scies circulaires, qui essayent de le broyer. En réalité, cet endroit n'était pas un rituel de passage, mais cela était un piège pour le tuer et se débarrasser de lui à jamais. Bimo arrive à s'en sortir de justesse et tombe dans la décharge. Dedans, il tombe sur ce cube robotique qui lui parle et lui dit qu'il est l'amalgame de tous les robots qui étaient présents dans l'usine et que cela était la cause de un seul robot. Ce robot était Amo, pour représenter le fait qu'il venait avant Bimo, parce que c'est la lettre A. Le cube dit que du jour au lendemain, un virus a attaqué absolument tout le monde dans l'usine. Tous les robots ont été forcés à être compressés, que cela est dû à cause de Amo. Et il dit que Bimo est la seule solution à tous leurs problèmes et que seul lui est capable de tous les sauver. Il lui demande d'aller ouvrir la porte en passant par une trappe qui lui permettra de s'échapper de cette prison. Bimo finit par ouvrir cette porte et libère le cube. Il lui demande où est passé son père, parce que d'habitude c'est lui qui gère ça. Et bien le robot lui dit que son père n'a plus été vu depuis un certain temps. Bimo ne comprend pas, car son père se trouve chez lui. Mais l'amalgame des robots finit par lui avouer que ce n'est pas son père qui était chez lui, mais que c'était le premier robot qui avait été construit dans cette usine. Un robot capable de tirer des projectiles puissants. Il demande alors à Bimo de l'amener chez lui. Au début, il n'ose pas, jusqu'au moment où il lui dit qu'il est beaucoup plus fort que ce qu'il pense, et aussi qu'il est beaucoup plus léger que ce qu'il pense. De retour à la maison, l'usurpateur est en train de pleurer, car il dit à Finn et Jay qu'il a perdu ses jambes, et que c'était le robot de compagnie qui l'avait volé. Et ça, nos héros savent très bien que c'est faux. Il lui dit que c'est sûrement une erreur, et que c'est à ce moment-là que le faux père de Bimo se révèle, et que en réalité c'était Amo. Il leur tire dessus, les faisant s'évanouir. Bimo arrive et défait les plans de Amo, qui a prévu de voler sa vie. Et le robot maléfique finit par avouer pourquoi il avait fait ça. Une fois rentré de l'une de ses balades, il voulait raconter sa vie à son père. Sauf que c'est à ce moment-là qu'il se rend compte que son père est mourant. Au bord de la mort, il lui donne un disque dur contenant tous ses souvenirs, ses émotions et son passé. Il lui dit de l'envoyer dans l'espace pour qu'il puisse être en harmonie avec l'univers. Sauf que Amo a été pris de rage et décide d'ignorer ses dernières volontés, car selon lui, son père ne l'avait jamais aimé. À cause de cette rage, il a créé un virus qui s'est débarrassé de tous les robots. Il voulait
prendre la place de Bimo pour lui aussi être aimé. Une bataille entre les deux éclate alors et Bimo finit par gagner en le faisant tomber de la falaise. Après ça, il parle du fait qu'il apprécie ses amis mais qu'il doit rester un peu seul car aujourd'hui, il a blessé quelqu'un. Il se pose des questions sur s'il est vraiment devenu un adulte vu que le test était faux. Il se demande qu'est-ce qui prouve qu'on devient véritablement un adulte, surtout pour un robot. Qu'est-ce qui prouve que lui aussi n'aura pas une moralité qui va défaillir avec le temps comme son prédécesseur, sauf qu'il finit par comprendre que lui, il est différent. Il a de l'imagination et du cœur, donc il sait très bien qu'il ne finira pas comme ses prédécesseurs et qu'il restera une bonne personne. Et quand bien même qu'il n'ait pas confiance aux autres robots de l'usine, il a confiance en lui-même. Et ça, c'est tout ce qui compte. Tout cela se conclut sur le père de Bimo, lui disant qu'il l'aime aussi. Tu sais, je suis vraiment très fier de toi. Cet épisode s'attarde sur le passé de Bimo et sur son passage à l'âge adulte, soulevant des interrogations profondes. Lorsqu'il demande si Finn et Jake pourraient toujours l'aimer s'il venait à changer, Bimo affirme qu'il resterait lui-même. Mais la question demeure, ses amis sauraient-ils aimer la nouvelle personne qu'il deviendrait ou resterait-il attaché à celui qu'il était auparavant? À travers cette réflexion, l'épisode explore les émotions et la conscience de Bimo, un personnage rarement mis en lumière alors qu'il fait totalement partie de la famille de nos héros. Merci. Cet épisode est vraiment unique. On ne suit pas les aventures de nos héros, mais des personnages bien différents. Et pourtant, cela ne va pas empêcher cet épisode d'être l'un des meilleurs de la série. Pour vous dire, il a carrément gagné un Oscar. La série décide de laisser Finn et Jake complètement en arrière-plan. On découvre alors ce bonhomme de neige, un personnage qu'on n'a jamais vu auparavant, qui vit sa petite routine tranquille dans un coin isolé de Ooo. Et l'épisode prend vraiment le temps de montrer cette simplicité. C'est rare pour Adventure Time d'être aussi silencieux, aussi posé, et ça crée direct une atmosphère super particulière. Puis durant l'une de ses cueillettes, il remarque quelque chose de bizarre, et c'est là que les loups de flamme arrivent. Et même sans connaître le contexte, on comprend tout de suite que eux qui sont faits de feu et lui qui est fait de neige sont des ennemis mortels. Ce sont littéralement ses prédateurs naturels. Mais pourtant, l'épisode ne part pas sur un délire d'action ou de combat. C'est justement après cette scène que naît toute l'histoire. Après l'attaque des loups, le bonhomme reprend ses esprits, et c'est là qu'il va finir par trouver un petit chien qui s'était perdu, qui commence à suivre le bonhomme de neige. Et c'est là que l'épisode devient touchant. Le bonhomme qui n'avait rien demandé refuse de laisser le loup rentrer chez lui et il le laisse donc dehors. Mais finalement, voyant la souffrance du petit loup, il finit par prendre pitié et finit par céder. Il a donc fini par accepter de vivre avec le petit chien. Et malgré ça, les deux vont petit à petit apprendre à vivre ensemble. L'épisode montre ça de manière subtile. Au début, le petit chien était un peu maladroit dans sa maison. Il a même failli commencer un feu. Mais c'est pas vraiment de sa faute. C'est littéralement dans sa nature. Donc au début, ils étaient un peu méfiants, chacun l'un de l'autre. Puis au fur et à mesure, ils ont appris à se connaître, à jouer ensemble et à s'aimer. Tout ça sans aucun dialogue. Juste de l'animation et de la mise en scène ultra maîtrisée. Le cœur de l'histoire arrive quand le bonhomme décide de ramener le petit chien à sa meute. Il sait que c'est une mauvaise idée pour lui, mais il y va quand même. Il est prêt à se sacrifier pour sauver son meilleur ami. Quand il retrouve enfin la meute, les loups de flamme sont un peu méfiants, mais ils finissent tout de même par le remercier. C'est très simple et très court, mais cela lui suffit. Puis il rentre chez lui, seul et épuisé, presque totalement fondu. Et c'est là qu'on a un tout dernier retournement de situation. La meute revient et il lui ramène le petit loup. Et réunis une nouvelle fois, ils se font un câlin. Et malheureusement, le bonhomme n'est plus qu'une flaque. Malgré tout ce qui les oppose, ils ont réussi à créer une véritable amitié. Cet épisode-ci, dans son histoire, est très simple, mais il est raconté avec une finesse incroyable. À tel point que, comme je l'ai dit au début, il a gagné un Oscar, ce qui montre à quel point il dépasse le cadre du cartoon pour aller chercher quelque chose de vraiment universel. Un épisode à part qui prouve que Adventure Time, même quand Finn et Jake ne sont pas là, peut atteindre un niveau émotionnel incroyable. Mais grâce à ça et à tous les épisodes, on peut se rendre compte de plusieurs choses. C'est que Adventure Time, c'est une série à plusieurs facettes. Des fois, c'est des aventures un peu loufoques qui partent dans tous les sens, mais qui sont plutôt fun. Des fois, c'est du lore pur et dur et vraiment ultra complexe, mais ça peut aussi, par moments, être une série vraiment touchante et humaine, qui explore des thèmes rarement abordés dans les cartoons, mais qui arrive à nous toucher au fond de nous-mêmes et de nous faire poser des questions de la personne que nous sommes, de comment on traite les autres et d'apprendre à surmonter ses problèmes.